Bonjour Nicole. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci. et de nous faire partager un moment de votre vie quand vous avez 20 ans Oui. dans une usine de chaussures. De chaussures. À Saint-Christophe-les-Alès, à côté d'Alès. Ça devait être en 60 par là. Alors je suis rentrée dans cette usine, bien contente, tout. Je suis rentrée à la coupe. Alors j'ai coupé le cuir pour commencer avec une machine que on faisait le bras, il fallait le mener. Quand le cuir a été fini, qu'il n'y a pas de commande, je suis allée dans une grosse machine. Puis j'ai coupé les baskets. Alors les baskets, il fallait mettre plusieurs épaisseurs. Alors on était à deux, c'était des rouleaux qu'on mettait derrière la machine. Et il fallait mettre 4 épaisseurs. Alors on coupait, tant qu'on pouvait. Bon, quand arrivait l'affaire, il fallait rendre un papier. Seulement nous, on ne le rendait pas complètement. On gardait ce qu'on avait fait en trop pour le lendemain. Le contremaître ne le voyait pas. Alors bon, le lendemain, c'est à recommencer. Par contre, on venait nous chercher, un quart de l'usine venait nous chercher, et il nous ramenait, le soir, il nous ramenait. On emportait le repas à l'usine. Puis quand, à midi, quand on disait qu'il fallait travailler commencer à midi et demi, alors on mangeait en vitesse et on commençait à midi et demi. Quand il ne fallait pas commencer à midi et demi, on montait la pyramide, on allait boire notre petit café au café, et, enfin, avec les copines. On s'entendait très bien. Une fois c'est une qui payait, une fois c'est l'autre. Bon, on retournait à l'usine et on recommençait la journée. Et quels étaient les horaires types d'une journée On commençait le matin à 8h, on finissait à midi, puis alors on recommençait au midi et demi, puis je ne me rappelle pas si c'est 5h ou 5h02, quelque chose comme ça. En sortie, je ne me rappelle pas, oui. Et c'était une usine mixte, il y avait des hommes, des femmes Oui, il y avait des hommes. Nous, c'était le côté coupe, puis il y avait le côté cuisine, qui avait toutes les machines, puis il y avait le côté homme. Le côté homme, il finissait la chaussure. La chaussure arrivait toute cousue et tout, il mettait la semelle. Il mettait à la chaleur. Il n'y avait que les hommes qui travaillaient là. Nous, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit même d'y rentrer. Puis il y avait celui qui réparait. Alors quand on allait le chercher, on se promenait un peu. On faisait un peu la... Bon, enfin, alors il venait D'accord. Et après, le contremaître, vous n'étiez pas un peu surveillé dans cette usine Si, mais enfin, on se cachait derrière la machine, nous. Les machines étaient grosses, et on se cachait, des fois, quand on buvait le café, des fois, le patron arrivait derrière, parce que le bureau était juste derrière nous. Alors, il y avait une vitre, il nous regardait par la vitre. Mais enfin, ça méfiait. Alors, il ne venait pas souvent, quand même, il était très gentil. Oui, il y avait un contremaître. Par contre, le contremaître... Il n'était pas commode Si, il est au contraire, trop gentil même, parce que oui. Moi, je me suis jamais plainte du contremaître et de l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance dans cette usine. Ah oui. Et jusqu'à quelle année vous avez travaillé dans cette usine Jusqu'à 66. Et pourquoi vous avez quitté en 66 Pourquoi Bonne question. Pour me marier. Ah, félicitations. Oui, félicitations, oui. Comme tu dis. Et votre mari travaillait dans quoi? Vous avez changé de métier? Il était propriétaire, il avait une propriété. D'accord. Donc, est-ce que vous regrettez ou vous ne regrettez pas d'être parti avec votre mari? Oh si. Et pourquoi, et pourquoi vous regrettez? Ah ben... Question personnelle. D'accord. Je regrette pour beaucoup les copines de l'usine. D'ailleurs, j'en ai gardé une il y a 50 ans que je l'ai. Et oui, elle a commencé à travailler avec moi et je l'ai gardée, je vais la voir, elle vient me voir. Et elle venait parce que maintenant... Et je vous remercie, Nicole, de nous avoir fait partager ce petit moment de votre vie. C'est un peu court parce qu'il y en a... Ce serait jusqu'à demain. J'imagine. Mais enfin, bon, merci à vous. Eh bien, merci, Nicole. Jacques, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on parte voyager ensemble? Eh bien, allons-y, je suis prêt. On part voyager où? Eh bien, on va aller un peu
à l'autre bout du monde, voir un peu le Colorado. Alors, on y va. En quelle année vous êtes parti? En 85, j'avais 50 ans à l'époque, et on avait décidé de descendre au Canada en rafting. Vous pouvez un peu m'expliquer cette descente? Et alors, la descente, d'abord le raft, qui est un bateau avec des gros boudins de chaque côté, qui sont prévus pour supporter 8 personnes et le batelier. Vous étiez à l'arrière ou à l'avant? Non, j'étais sur le boudin. Vous étiez un audacieux? Oui, je faisais partie des audacieux à l'époque. Donc, lorsque vous descendiez le Colorado en rafting? On le descendait, mais on faisait plus que le descendre, on le descendait. Et chaque fois qu'on passait un rapide, on faisait demi-tour et on remontait le rapide. C'est-à-dire qu'on avait des trombes d'eau qui nous passaient sur la tête. Et voilà, le batelier se faisait un malin plaisir à ce que l'on soit bien arrosé et bien mouillé. Vous faisiez partie donc des personnes très arrosées puisque vous étiez devant. Ah ben oui, à tour de rôle, on changeait de telle manière à ce que tout le monde puisse en profiter. À l'issue de cette descente du Colorado, vous dormiez où? Alors, pour dormir, on s'arrêtait dans des endroits sympathiques. On s'arrêtait pour remonter dans des petites vallées qui étaient très escarpées avec des hauteurs de falaises de plusieurs centaines de mètres de haut. Et puis on plantait la tente dans un endroit tranquille et voilà. Comment vous faisiez pour manger? Pour manger, c'était déjà l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'écologie, mais les États-Unis étaient à la pointe et il fallait que notre séjour se fasse sans pratiquement laisser de traces, ce qui veut dire que on avait des grandes plaques métalliques pour faire le feu. On avait des WC mobiles qu'on déplaçait, et voilà. Donc vous étiez très écolo? On était écolo sans le savoir. Bonjour Madame Chambon. Bonjour Séverine. Je suis chez vous pour échanger autour de vos souvenirs en Lozère. En Lozère? Me permettez? Mais... Je vous appelle Janine. Ah oui, naturellement. Janine, vos souvenirs de Lozère? Nous, avec mon mari, on montait souvent chez l'oncle et la tante qui étaient à Saint-Romain-de-Tousque. Ils nous avaient préparé, même on avait notre chambre qui était réservée et tout. Et de là, comme nous faisions à ce moment-là, nous faisions de la moto, on montait en moto, puis on visitait tous les petits patelins de la région, autour de Saint-Romain-de-Tousque, le Pompidou, et puis tous ces petits villages qu'il y avait autour. Vous fuyez la chaleur de Nîmes? Oui, voilà, exactement, on fuyait la chaleur de Nîmes, oui. Et nos amis aussi. Et on a dit, ben tiens, quand il pleuvra, on ira chercher des escargots. Voilà, ça nous est venu comme ça. Les enfants ravis. Alors, avec mon mari, on partait, on prenait les deux plus grands et on allait chercher les escargots. Et donc, on nous dit, ben moi je ferai une caisse avec le trou pour qu'il respire avec du thym, tout ça. Et quand il y en aura assez pour toute la famille, on fera un menu d'escargots. Vous pouvez m'expliquer comment ça se prépare les escargots? Avec mon mari, le samedi, on a dit ça y est, on prépare les escargots, on commence les escargots. Alors là, les escargots, ils étaient endormis naturellement, comme ça se fait, pendant 40 jours. Après, il fallait les saler, il fallait faire du sel, du vinaigre. Et à ce moment-là, les escargots, ils revenaient, et tant qu'ils bavaient, après ils commençaient à baver, les escargots, et tant que les escargots bavaient,
il fallait les rincer. Quand, pendant le temps de ce qu'on faisait pour nettoyer les escargots, on avait fait un courbouillon avec la tante, on avait fait un courbouillon, ce qu'il fallait, avec du laurier, enfin tout ce qu'on met dans un courbouillon. Et après on a fait cuire pendant 1 heure, on faisait cuire les escargots. Et on attendait le samedi après-midi que parce que la grand-mère, la mère de nos amis, qui gardait les enfants, elle est très bonne cuisinière et elle fait une sauce d'escargot du tonnerre. Alors ce jour-là, elle avait préparé le matin, samedi matin à Nîmes, elle préparait sa sauce d'escargot et quand elle est arrivée, les escargots ils étaient prêts, on les a mis dedans, on les a fait un peu mijoter et on a attendu le lendemain que tout le monde arrive, quoi, tous les travailleurs arrivent. Et alors après, on a mangé, on faisait une petite entrée, et puis alors après, on se bardait d'escargots. Alors les gens ils disaient, ben chez les Martins, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils aiment de faire la bombe. Vous faisiez un clin d'œil à Nîmes pour chanter? Ah, la Fonte des Nîmes. À la Fonte des Nîmes, il y a une amalier qui fait des flous blancs comme des papiers. A quel flou blanco nous fait da melu per empire li porcio di giorni garçon che recanto cantes pa per io canto sperma mio che sos pres di io. Allez-y, présentez-vous. Je vais présenter M. Lauréat Théophile, né le 17 mai 1933 en Algérie. Le village s'appelait Bellevue. Par rapport à la guerre d'Algérie? Tout s'est très bien passé, à part le jour que les événements ont éclaté, le jour qu'on a trouvé le pétrole. Et c'est ça que ça a fait, le pétrole et le gaz de soufre. Et c'est de là que ça a éclaté les événements d'Algérie. Voilà de quoi ça provient, les éléments que je vous explique. Les événements viennent de là. D'accord. À cause que la France avait trouvé pétrole, soufre, et quand elle a trouvé ça, c'est de là que les événements d'Algérie ont éclaté. Ça a éclaté, et ça fait, on ne peut pas dire, ça fait autant de morts d'un côté que de l'autre. À l'époque où il n'y avait pas la guerre, on était comme une famille, qu'ils soient musulmans ou européens, on était toute une famille. Moi, je vois ma mère, Dieu la repose en paix, elle était une couturière, elle faisait beaucoup de couture pour eux. Il y avait une harmonie qui était, il n'y avait pas de dire c'est en arabe ou c'est en français, c'est en espagnol ou en allemand ou en belge. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette, comme il y a en ce moment, vous savez, c'est pas bien brillant. Hein. Vous savez, ça, même en métropole, c'est pas brillant, hein, parce que c'est pas plus. Maintenant, quand vous parlez d'un musulman, on dirait qu'on a parlé du diable. On a été toujours unis ensemble. À l'école, il n'y avait pas de différence, parce qu'à l'école, la primaire, il y avait, que ce soit musulman, oui, les Espagnols, l'Oranie, les tendances espagnoles, on vivait tous en communauté très bien, il n'y a aucune histoire, et on ne se montrait pas du doigt, ça c'est en arabe. En France, on vous montre du doigt. Vous le savez, c'est pas si vous le savez. Et par rapport donc aux événements, comment ça s'est passé? Par rapport aux événements en Algérie? C'est-à-dire, pour les événements d'Algérie, après, il n'y a plus d'amitié. Ah. L'amitié est partie. Après, c'était vraiment... c'est ça la découverte, quand je vous dis tout à l'heure, quand on a découvert le pétrole, le gaz et le soufre, c'est là que ça a éclaté, c'est là qu'ils ont demandé la indépendance. C'est là qu'est sorti ça, ces trois choses, c'est là que c'est sorti pour y avoir l'indépendance. Et vous aviez pris le bateau donc pour aller en métropole? Pour venir en métropole, c'est pas venu en avion, je suis venu en bateau. D'abord j'étais venu seul, je crois que je l'ai dit.
J'étais venu seul pour trouver quelque chose, un travail. J'avais trouvé un travail, j'avais trouvé tout. Et puis bon, et puis après je suis retourné le chercher. Vous êtes allé rechercher votre femme et vos enfants. Les enfants, elle avait 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier en Algérie? J'étais artisan peintre. De mon métier, c'est peintre. Hein. Mon métier, c'est l'artisan peintre. Après, je suis rentré dans l'administration, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Disons que, comme mes papiers sont marqués, mais en Algérie, ils croient que tout le monde, on est tous des bandits. Vous savez qu'il y a l'histoire de bis entre les pieds noirs et les machins. Alors disons que si j'aurais aimé amener mes enfants pour savoir où ils sont nés. C'est compliqué. Louisette, j'ai une photo de votre papa. Oui. Voilà, qui est là. Est-ce que vous voulez nous en parler? Eh bien, mon père Adolphe était à Brest, dans la base militaire, où il a été dans les sous-marins, où il était sous-officier de marine. Et là, il était en cantonnement. Et nous sommes restés quelque temps. Et là, je suis née. Et mon père est venu me déclarer à la mairie, mais comme c'était la guerre, on lui a donné la permission que 48 heures après. Et on m'a dit que j'étais née le 29, c'est pas vrai, je suis née le 28 décembre. Et oui, du coup, sur vos papiers, c'est pas la bonne date. Non, j'ai toujours protesté de ça. Je suis née le jour des Saints Innocents. Voilà. Mais c'est marqué le 29. Bon, déjà, je protestais. Voilà. Non, mais tout s'est bien passé. Et c'est là qu'on est parti pour l'Indochine. Parce que mon père n'a pas voulu continuer dans la marine militaire. Et il est rentré aux messageries maritimes qui faisaient Marseille à Yfon. Nous, on restait à Aubagne. On attendait son retour tous les 2 mois ou 3 mois. Et là, on a eu assez. Il a démissionné et il a travaillé avec des Chinois en Indochine pour le nettoyage du canal qui faisait arriver les bateaux. On arrivait par un fleuve qu'il fallait faire le dragage. Le drag. Et il travaillait avec des Chinois. D'accord. Voilà. Et alors, il nous a fait venir. Et c'est là que nous avons eu l'aventure de la baleine qui nous a bousculés en mer. Ah oui, alors. Oui. Donc cette aventure, c'est quand vous êtes allé voir votre papa en Indochine. Voilà. Nous sommes partis depuis Marseille, qu'on a traversé les 3 de Messine, le canal de Suez, tout ça. Et nous arrivons dans l'océan Indien, et au bout de 4 ou 5 jours, sans avoir une terre en vue. Il y a même un monsieur du bord qui est devenu un peu fada. Il voulait voir la terre, et pas de terre pendant 5 jours. Et boum, on a reçu le coup de poing de la baleine dans notre bateau en casserole. Alors, on a téléphoné en Inde où nous avions 5 comptoirs français là-bas, Pondichéry, Chandernagore. Nous, on est tombés sur Madras. Madras nous dit qu'ils allaient nous recevoir. Et nous sommes allés directement pendant 1 jour et demi en se traînant comme on a pu. Et à ce moment-là, on nous a débarqués parce qu'ils se sont occupés pendant 2 jours du bateau pour le mettre en état. Et ils ont découvert, en effet, qu'on a reçu un choc qui avait fait que l'hélice avait reçu un coup, une des ailes de l'hélice était cassée. Oui. Alors il a fallu enlever tout ça, remettre ils avaient du matériel sur place qu'on a changé. Voilà. Ils ont tout réparé. Ça a demandé 2 jours. Et c'est en promenant dans Madras que ma mère a attrapé le coup de soleil, ce qu'on appelait le coup de bambou. Oui, mais c'est que c'était grave. Hein. On l'a amené dans une infirmerie et on a fait venir un spécialiste du coup de soleil. Il paraît-il qu'ils ont certains qui sont spécialisés. Et bien, il l'a guéri. Et il paraît que l'eau lui a mis tellement, elle a recueilli cette chaleur du cerveau, que l'eau se mettait à bouillir.
C'est possible, hein? Qui disent, si on faisait des bulles toujours. Voilà, enfin, elle s'en est bien sortie, mais c'est là où on nous a acheté des casques immédiatement. Si vous remarquez dans ces pays, ils ont tous des grands foulards entortillés, les Indiens. Ils n'ont pas la tête nue. Ils sont couverts. C'est pour se protéger du soleil. Voilà, eux, ils connaissent leur climat et on aurait dû regarder la façon de vivre dans les pays où on va. Bien voilà, sûr. il faut s'adapter. Voilà. Merci beaucoup, Louisette. De rien, ma chérie.